l'autre à partir de ce premier épisode. Donc je donne moi aussi la bienvenue à Stefano Montefiore et à Fabio Gambaro, directeur du Festival Italissimo à Paris pour la 3e année en déplacement à Lyon. Et on écoute ce rendez-vous, rendez-nous la Joconde. Je vous laisse et merci. Merci. Voilà, merci Anne, bonjour à tous, bon après-midi. Tu montes un peu là. Oui, je monte là-bas, ouais, d'accord. Et évidemment, comme Anne l'a dit, c'est la 3e année que Italissimo se déplace de Paris à Lyon. On est très heureux de cette collaboration qui est rendue possible par l'Institut culturel italien de Lyon, par le Consulat général d'Italie à Lyon, de la Villa Gelée, de la librairie des Citres, que je remercie pour nous avoir accueillis, et par l'association Lucio la Vagabonda, en plus des sponsors habituels, enfin, des amis habituels d'Italissimo en général, pas seulement à Lyon, qui sont l'ambassade d'Italie en France, il Centro per il Libro della Lettura, l'ICE, l'agence pour le commerce extérieur italien, Montepaschi Bank, la Sofia, la DRAC, et DRAC de France, Castal di Partner et la Maison de l'Italie. Tous ces gens participent à construire ce festival qui se consacre à la littérature et à la culture italienne et qui a l'ambition aussi de créer des ponts entre l'Italie et la France avec des rencontres, des débats, des dialogues entre ces deux pays et entre la culture de ces deux pays. Et donc Stefano Montefiore qui est là aujourd'hui, il est en plein dans cette dynamique parce que son livre « Rendez-nous la Joconde » et autrement entendu franco-italien, c'est un livre qui effectivement essaye de nous raconter un peu comment les Italiens voient la France, comment la France voit l'Italie, quelles sont les affinités, quels sont les liens, qui sont beaucoup et nombreux, mais quels sont aussi les malentendus. Et Stefano Montefiore, que peut-être vous savez, il est le correspondant depuis maintenant 10 ans, 13 ans du Corriere della Sera, du grand quotidien italien Corriere della Sera à Paris, donc il connaît bien la France, il connaît bien l'Italie, donc c'était la personne la plus à même pour raconter, justement, pour essayer de raconter tout ça. Mais, alors c'est un livre très intéressant, il y a plein de choses. Bon, le titre est très ironique et le ton est léger, mais il y a plein de réflexions très intéressantes, très profondes. Et il y a aussi un côté autobiographique, parce qu'en racontant tout ça, en parlant de tout ça, Stefano raconte aussi sa vie, son histoire, le fait que c'est un Italien qui a débarqué en France un jour, mais qui en réalité, avant de débarquer en France, il a beaucoup tourné en Italie parce qu'il est né à La Spezia, je ne sais pas si vous savez où c'est La Spezia, en Ligurie. De La Spezia, il s'est déplacé à Gênes, après de Gênes, il allait faire ses études à Pisa, et puis il est transité par Milan, enfin il a eu pas mal de choses avant d'arriver à Paris. Donc, il raconte aussi toute cette Italie-là, tous ces différents aspects de l'Italie, parce que peut-être un des éléments le plus important de la différence entre l'Italie et la France, c'est justement ça. C'est-à-dire l'Italie, c'est un ensemble de pays. Il y a beaucoup d'Italie, il y a plein de provinces. Avec Guicciardini, vous l'avez appris dès le début, c'est le royaume du particularisme, comme on disait à l'époque. Alors que la France est très centralisée, même si en France il y a aussi plein de régions, plein de villages, plein de villes, plein de cultures. Mais bon, c'est un peu différent. Donc voilà, ça c'est Stéphane, il va nous parler de son livre, de toutes ses expériences. Et peut-être il faudrait souligner aussi une chose. Il a écrit ce livre directement en français. Et ça, ce n'est pas un exercice banal. Ça, il faut le dire. Alors, voilà, raconte-nous un peu déjà l'idée, pourquoi tu as eu besoin de raconter, comment dire, concentrer ta réflexion à l'intérieur de ce livre, et pourquoi tu as décidé de le dire directement en français. Ça aussi, voilà. Oui, alors, attends la parole. Merci Fabio. Bon, pour être sincère et honnête, il faut dire que l'idée, et aussi l'idée de l'écrire en français, elle est venue d'abord à une personne qui travaille dans la maison d'édition Stock, qui me connaît depuis un peu de temps, avec laquelle on parlait souvent de la France et l'Italie, des relations entre les deux pays et surtout entre les deux peuples. Il s'appelle Alice D'Angenier, quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Italie aussi, donc elle connaît très bien l'Italie. Et en parlant souvent, elle me disait, tu devrais écrire quelque chose sur comment les Italiens sont vus en France et aussi sur les malentendus qu'il y a entre les deux pays. Et tu pouvais peut-être le faire en français. Parce que comme
ça c'est plus clair même à toi, l'idée de parler de l'Italie à tes amis français, depuis 13 ans en France, donc des amis auxquels peut-être parfois tu te racontes des aspects de ta vie et de ton expérience en Italie, et peut-être que tu peux essayer de le faire en français, comme ça tu t'adresses directement à tes amis. Et j'ai trouvé la proposition intéressante et drôle, et après je me suis mis à écrire en français en pensant qu'évidemment je n'étais pas à la hauteur et que la tâche était impossible, mais finalement au fur et à mesure que j'envoyais les chapitres à la maison d'édition, à cette éditrice, elle me disait que c'était bien, que ça pouvait aller, mais elle était même très encourageante. Donc finalement, je continuais à écrire en français, même si mon rapport avec le français, c'est un rapport d'amour, mais un peu tardif, parce que je commençais à l'étudier à l'université, donc je ne suis pas quelqu'un qui a cultivé le français dans les premières années, ou qui a une histoire familiale des comme ça. Et pas du tout, je me suis rapproché à la culture française plutôt, comme je disais, au temps de l'université. Mais depuis là, j'avais cessé d'aimer la culture française, en France, jusqu'à venir habiter en France il y a 13 ans déjà. D'accord. Et donc, tu as accepté la proposition de cette éditrice, de Stock, et tu t'es mis à la tâche. Alors, disons, on aurait pu aborder ce thème par plusieurs portes d'entrée, et toi, tu as choisi, bon, déjà un peu ton histoire. Oui. Enfin, au fond, tu as abordé cette histoire à travers ton histoire personnelle. Oui, parce que là encore, disons qu'un livre sur le rapport entre France et Italie me paraissait énorme, l'argument est gigantesque, le thème est gigantesque, et il fallait trouver une porte d'entrée un peu personnelle, un peu particulière. Et la chose plus facile était peut-être parler de moi, de mon expérience, de comment je me suis tombé amoureux de la France, et aussi parler un peu justement de l'Italie à travers mon expérience italienne, c'est-à-dire quelqu'un, comme disait Fabio, qui est né dans une petite ville qui est La Spezia, qui déjà est un peu différente par rapport à l'idée qu'on a de l'Italie en France et en général à l'étranger, parce que je pense que à l'étranger, en France, on associe immédiatement l'Italie à Rome, Florence, l'Italien joyeux sur la Vespa qui court sur les viali de Rome au soleil. La Spezia, pour moi, est une ville magnifique, mais de toute façon, pas très connue. Il y a le port, c'est une ville assez industrielle, à côté des Cinque Terre, qui est un endroit touristique magnifique, mais quand même, la Spezia déjà est moins évocatrice. Et en plus, elle fait partie d'une région de la Ligurie qui, pour les Italiens, est associée, Gênes en particulier, et j'habitais longtemps aussi à Gênes, est associée à des gens qui sont des râleurs, c'est un peu les Parisiens de l'Italie, c'est-à-dire toujours mécontents, toujours de mauvaise humeur, toujours ça va pas, avare, exactement, avare, donc exactement le contraire du stéréotype un peu de l'Italien généreux, de bonne humeur, ouvert, joyeux. Et ça aussi, je pensais que c'était peut-être curieux et intéressant de raconter. Et aussi raconter le fait que, j'essaie d'expliquer dans ce livre, finalement, mon déménagement de Milan à Paris, je l'ai vécu comme moins difficile, même si c'était d'un pays à l'autre, par rapport à d'autres déménagements que j'ai vécu quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, et qui concernaient des villes qui étaient juste à quelques kilomètres l'un de l'autre. Je suis passé par exemple de Gênes à Pise, c'est même pas 200 kilomètres. Et c'était vraiment le changement pour moi, ça a été le changement d'un monde, d'un univers. C'était comme passer de l'Italie à la Sibérie ou à l'Alaska. C'était vraiment une autre langue déjà. Pendant des mois, je ne comprenais rien ce que me disaient mes copains, mes camarades à l'école. C'était vraiment une langue incompréhensible. Donc, je comprenais l'enseignante qui parlait un italien littéraire correct. Mais après, il faut vérifier, mes camarades de Pise me parlaient dans une langue que je n'arrivais pas à comprendre, et eux non plus comprenaient ce que je disais moi. Donc ça sont été 2-3 mois assez difficiles. Et ça, dans le livre, c'est un peu l'occasion, le prétexte pour raconter cet aspect de l'Italie, c'est-à-dire, justement, Fabio, c'est
composé d'une infinité de pays. Et pour nous Italiens, c'est très frappant comment la France, et ici on est Lyon, et on respecte évidemment l'identité lyonnaise, mais on a vraiment la sensation que les Jacobines, cette idée un peu jacobine de centraliser à Paris, de faire cette grande différence entre Paris et le reste de la France, c'est-à-dire la Provence, une large Provence uniforme à l'instant, est vraiment très différent par rapport à ce qu'on vit en Italie, le ressenti des habitants de Florence, par exemple, des Turins, qui ne sont jamais provinciaux parce qu'ils pensent être héritiers de la Renaissance. Et souvent, toutes ces villes en Italie ont été des capitales, effectivement. Florence, même Naples a été une capitale de l'Union. Ouais, et encore aujourd'hui, d'une certaine façon, ils contestent de façon implicite le rôle de Rome en tant que capitale. Enfin, ils ne le disent pas ouvertement en termes politiques, mais quand même, oui. Mais dans la tête des gens, il y a un peu ça. Non? Absolument. Pour ne pas parler de la rivalité entre Rome et Milan, Rome magnifique, ville d'art, Rome éternelle, mais un peu paresseuse et pas trop moderne. Juxtaposée à Milan, qui au contraire a une beauté plus cachée, mais qui est très productrice, très moderne, et surtout l'autre aspect que j'ai trouvé assez intéressant à raconter, et surtout qui s'est définie elle-même Milan comme la ville la plus européenne d'Italie. Et déjà ça, je pensais toujours que c'était un peu révélateur d'une attitude et des Milanais, mais plus en général des Italiens, ce regard vers l'Europe comme, non pas comme quelque chose qui est d'égal à égal, mais comme une sorte de quelque chose à laquelle tendre, comme un but à... C'est-à-dire qu'il y aurait un sentiment d'infériorité. Oui, quelque chose comme ça, qui est passé peut-être maintenant, parce que depuis quelques années, de façon aussi d'un point de vue psychologique assez intéressante, on a complètement changé d'attitude. Donc avant, il y avait une admiration et un désir d'Europe, et depuis des années, au contraire, on considère l'Europe comme une sorte d'amante qui nous a trahis, et donc on aime beaucoup la détester. Mais excuse-moi, justement, à propos de ça, il y a à la fin du livre, il y a un chapitre où justement tu montres la différence d'attitude de la France vis-à-vis de l'Europe et de l'Italie vis-à-vis de l'Europe. Peut-être c'est intéressant, on va venir là-dessus. Oui, il y a vraiment un rapport différent à l'Europe. Oui, j'ai trouvé qu'en fréquentant à Paris aussi pas mal de réunions au ministère, parce qu'en tant que journaliste, je suis censé après suivre les conférences de presse des sous-premiers ministres, j'ai toujours trouvé, même si ce n'est pas explicite, ce n'est pas déclaré, c'est quelque chose qui est ancré peut-être même dans l'inconscient des responsables politiques. Il y a un peu l'idée que l'Europe c'est vu un peu comme une grande France. Et quand par exemple le président Macron répète souvent dans ses discours, moi en tant que Français et Européen, en français et en bon Européen, je pense qu'il associe implicitement la France et l'Europe comme si, en pensant, peut-être qu'il a raison, que quelque chose qui est bon pour la France est forcément bon aussi au même titre pour l'Europe, comme si des mesures, des lois, des propositions, des idées valides et adaptées pour la France étaient forcément valides et adaptées pour toute l'Europe. Alors qu'une Europe, disons, où la France a quand même un rôle politique éminent depuis des années, parce que l'Allemagne n'a jamais su avoir ce rôle pour toutes les raisons qu'on connaît depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a un rapport vraiment différent, surtout parce qu'en Italie, longtemps, je crois qu'on a vraiment vécu l'Europe comme une sorte d'ambition, comme quelque chose qu'on aimait bien attendre, mais c'était difficile. Donc, par exemple, je raconte dans un chapitre toute l'épopée de la rentrée de l'Italie dans la zone euro. Moi, je l'ai vécu, j'étais jeune, j'étais un garçon, mais je l'ai vécu vraiment comme quelque chose de passionnant. Et si j'y pense maintenant, ça a été presque ridicule, parce que ces mantras
il ne faut pas rater le train de l'Europe, il faut rejoindre l'Europe. C'est l'Europe qui nous le demande pendant quelques années, était constant, était partout. Même dans la pub à la télé, si on voulait faire la publicité de cette eau, on disait que c'est cette eau vraiment très européenne, à la hauteur de nos amis européens, avec les mêmes qualités du reste de l'Europe. Et ça était valable pour tout. Et donc, par exemple, toute cette fixette de la classe moyenne italienne à laquelle j'appartiens, l'idée d'aller à l'étranger pour apprendre des langues, l'anglais, mais aussi peut-être le français, parce que de toute façon, il faut s'adapter à l'Europe qui va arriver, il faut sortir de cette condition d'isolement qu'on a vécu longtemps, surtout dans les années 70. Donc voilà, cet aspect-là, je le trouvais très différent. Ce rapport à l'Europe, c'était vraiment quelque chose qui marquait une différence très profonde entre France et Italie. Et par exemple, le fait que finalement on a adopté l'euro au dernier moment, le même jour que les autres, que les Allemands, les Français, a été vécu par les Italiens comme une victoire incroyable. Je me rappelle les fêtes, je me rappelle le soir du 31 décembre où on pouvait pour la première fois retirer l'argent des distributeurs les euros. Il y avait des queues énormes parce que tout le monde était curieux de voir ces euros qui représentaient la victoire sur toutes les difficultés économiques. On a été rentré dans le club de l'euro au prix de pas mal de sacrifices même économiques. Et je pense que j'ai l'impression que pour les Français ça n'a pas été comme ça, c'était presque anodin et presque normal de passer beaucoup. Peut-être, j'ai l'impression que les Français ont quitté les francs avec peut-être un peu de regret, mais de toute façon ils n'ont jamais eu la sensation d'avoir quelque chose à démontrer pour entrer dans les clubs de l'Europe. Alors que pour l'Italie, c'était vraiment comme un examen, et quand on a été accepté dans les clubs, on était acquis, Et d'ailleurs, à propos de ça, c'est un élément qui revient souvent dans ton livre, cette idée de cette modernité inachevée de l'Italie. Au fond, avoir eu la possibilité de rejoindre le club des Européens et de l'euro, c'était encore une fois une preuve de la modernité. Et en fait, c'est une modernité qui n'est jamais complète. Et ça, c'est toujours un peu le côté de l'Italie. Et tu le montres dans plusieurs... à travers plusieurs épisodes. Par exemple, il y a cette histoire qui est très intéressante, l'histoire de Vermicino, qui est vraiment cette espèce cette Italie qui est à la fois très généreuse, mais tout à fait inefficace, qui fait des erreurs. Et donc c'est encore un exemple de cette modernité. Et bon, peut-être pas tout le monde connaît l'histoire de Vermicino, tu vas nous raconter ce que c'est, mais c'était un peu l'exemple, et il parle de Vermicino, c'est le premier exemple en Italie où un fait divers est devenu un grand spectacle de télévision. Pendant 3 jours, la télévision en Italie, dans les années 75, 82. Voilà, disons au début des années 80, quand encore la télévision italienne n'était pas comme elle est aujourd'hui, c'était encore la télévision d'État, tout ça, etc. Ça fait un moment, il y a eu ce gamin, malheureusement, qui est tombé dans un puits. Et pendant 3 jours, ils ont essayé de le sauver. Et tout ça, ça a été suivi en direct par la télévision. C'était une direct de 3 jours d'affilée. C'est vraiment le spectacle. Aujourd'hui, on est habitué à tout ça. On le voit tous les jours dans toutes les télévisions du monde. Mais à l'époque, c'était une révolution. Et bon, toi, tu parles de ça pour montrer aussi le rapport à la télévision entre la France et l'Italie. C'est un peu mais en même temps, dans ton commentaire, parce que malheureusement, cette histoire, ça se termine mal. On n'a pas pu sauver les garçons. Et c'était encore une fois une image de cette Italie à la fois très généreuse, tout le monde se mobilise pour essayer, et puis finalement qui n'arrive pas à sauver un enfant qui est tombé dans un puits à 60 mètres en 3 jours. Oui, c'était une histoire incroyable, une histoire qui a frappé, je crois, une génération. Et là encore, je pensais que c'était utile de la raconter parce que parmi plein de choses que les Français connaissent très bien en Italie, il n'y a peut-être pas forcément ça, mais pour un Italien de ma génération, ça a été vraiment un moment central, un moment qu'on a vécu avec énormément de participation. Et comme je disais Fabio, en effet, pendant 3 jours, l'Italie s'est presque arrêtée. C'est-à-dire qu'on continuait à faire. Moi, j'étais à
à l'école, je devais passer mon examen de brevet, et tout le monde faisait travailler, mais tout le monde avait en tête qu'il y avait encore Alfredino, ces gamins au fond du puits, donc tout le monde essayait d'aller voir un petit moment pour allumer la télé pour voir quel était, si jamais il était sorti, pas encore ou pas. Et il y a plein d'aspects incroyables, c'est-à-dire, par exemple, déjà le président de la République a intervenu, aller voir les secours, donc imaginez-vous, il y avait 10 000 personnes, parce que c'est devenu quelque chose d'incroyable, il y avait des gens qui vendaient les boissons, les panini, les sandwichs, les présidents de la République aussi, dans un chaos incroyable, donc évidemment les secouristes avaient du mal, parce que c'était vraiment le chaos plus total. Et on a vu quand même, au-delà de cet aspect un peu sentimental et inutile, aussi il y avait l'aspect sentimental et ancré dans la réalité. C'est-à-dire que des dizaines de gens se sont proposés pour se jeter dans les puits pour aller sauver les gamins. Et celui qui avait presque réussi, il était quelqu'un qui avait des maladies, donc il était tout mince, et il était déjà il souffrait déjà, mais grâce à sa maqueur, il a convaincu le chef des pompiers de se faire envoyer, descendre dans ces puits. Et donc on voit un peu cette image de l'Italien qui est un peu cliché mais un peu vrai, d'une Italie qui a plein d'initiatives, de courage aussi, de qualités humaines, dans un contexte d'improvisation, d'inefficacité des pouvoirs publics, de l'État, tout laissé un peu comme ça, justement dans l'élan individuel, passionnel, sentimental, mais très mal organisé. Et je pense que là aussi c'est un petit exemple d'une différence qui est récurrente dans les rapports entre les deux pays, parce qu'en France, au contraire, on s'attend beaucoup de l'État, de quelque chose qui marche depuis des siècles, et alors qu'en Italie, pas trop. Donc déjà le fait que les gens se proposaient au chef des pompiers, est-ce que je peux y aller, je vais y aller, je me jette comme ça, c'était presque normal et personne ne s'attendait vraiment que l'État aurait pu résoudre le problème. Alors, le sous-titre de ton livre, enfin le titre, c'est Rende-nous la Joconde et autres malentendus franco-italiens. Alors, parmi les nombreux malentendus, quels sont pour toi les plus importants en fait? Si tu devais dire vraiment le malentendu majeur entre l'Italie et la France. Alors, déjà le malentendu majeur, ça peut-être, je devrais dire plutôt aux Italiens qu'aux Français, mais quand même, le malentendu majeur pour les Italiens est le fait que les Français nous regardent de haut et sont arrogants avec nous, alors que dans mon expérience, pas du tout, et alors j'essaie de raconter dans le livre. Et le livre commence vraiment avec quelque chose qui s'est passé vraiment avec des amis italiens qui sont venus me rendre visite à Paris un jour. Et c'est un peu une situation très récurrente, le cliché du restaurateur qui traite mal les touristes, en particulier les Italiens. Donc on s'est assis dans une brasserie, ben oui c'est vrai, souvent, mais pas forcément avec les Italiens. Et donc on était là, on a dîné ensemble et le patron du restaurant est venu nous voir, par la commande, il était, à mon avis, il était même particulièrement gentil, mais mes amis nous ont dit tout va, ils nous détestent. Dès qu'ils ont compris que nous sommes italiens, ils nous regardaient haut, ils ne veulent pas nous amener les choses qu'on a commandées, tu vois, il me semble qu'il était très correct, même gentil. Et après, j'ai eu l'occasion de rentrer dans le restaurant parce qu'on était en terrasse, parce qu'une fourchette était tombée. Et le patron me dit: ah, vous êtes italien, ah, génial, l'Italie, j'adore l'Italie, je vais souvent en vacances parce que j'ai un ami, la copine, je vais à Udine, qui est une très belle ville, mais en plus, donc il aimait vraiment l'Italie, au fin fond de l'Italie, du nord-est, nord-est. J'adore Udine, c'est magnifique, vous Italiens, vous êtes la classe. Alors, je suis venu chez mes amis, vous voyez, moi je lui ai rien demandé, mais il m'a fait une tête comme ça, on parle les Italiens sont magnifiques, il y a peut-être justement un malentendu, parce que nous on est convaincus qu'au contraire, mais à part cette attitude de mes amis, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le caractère national, je trouve. Et même toutes ces petites, donc je ne parle pas trop dans les livres, mais toutes ces petites disputes au niveau politique,
arrive aussi parce que les hommes politiques italiens savent qu'il y a un sentiment profond des Italiens, un peu de revanche, un peu de rivalité à l'égard des Français. Donc quand les responsables politiques italiens, certains responsables politiques italiens souffrent sous cette vague, ils savent qu'il y a une partie des populations qui est sensible. Il n'y a pas bien sûr une haine à l'égard de la France, mais il y a vraiment une petite rivalité, un petit air de dire nous aussi on est un pays important, nous aussi on a eu Michel-Ange, Leonardo da Vinci, d'accord. Et ça, à mon avis, ça révèle un peu un complexe d'infériorité italien qui est tout à fait stupide parce que, surtout, il est vraiment motivé, il n'est pas rentré dans la réalité. Il n'y a aucune raison pour avoir un complexe d'infériorité à l'égard de n'importe qui. Mais si on continue à nourrir cette dualité, ça veut dire que nous-mêmes, on n'est pas trop sereine avec nous-mêmes. Il faut bien que c'est calmer, être plus sûr de nous-mêmes. Et d'ailleurs, là-dessus, on peut dire, enfin, c'est un peu mon expérience, c'est que en général, en France, on trouve toujours de la bienveillance vis-à-vis de l'Italie. Peut-être des fois tenter un peu dans le sentiment de supériorité, de donneur de leçons. Alors qu'en Italie, les choses ont évolué. Parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, la France c'était un modèle pour les Italiens. Je pense culturellement, institutionnellement, tous les Italiens rêvaient d'aller à Paris, etc. Et j'ai eu l'impression que depuis un certain nombre d'années déjà, ces sentiments ont basculé. Alors il y a toujours ce fameux épisode de la finale, je ne sais plus quelle coupe de quelque chose, entre la France et la Croatie, où tous les Italiens étaient pour la Croatie. Alors, non, c'était étrange, mais ça révèle de quelque chose. C'est-à-dire que ce sentiment qui était de bienveillance et d'intérêt pour la France qui existait il y a 30 ans, 40 ans, je sais pas. Il s'est émoussé en tout cas. Aujourd'hui, bon, peut-être à la suite de ce que tu dis, à la suite des problèmes politiques, à la suite du fait que l'Italie s'est tournée vers le monde anglo-saxonne, enfin je sais pas. Non, mais je sais pas si tu es d'accord là-dessus. Oui, je suis complètement d'accord et c'est dommage parce que, au contraire, je trouve que les Français ont évolué dans le sens contraire. C'est-à-dire si peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même un sentiment de supériorité ou de condescendance, de suffisance, parce que de toute façon l'Italie avait vécu le désastre du fascisme de la Deuxième Guerre et beaucoup d'Italiens étaient expatriés vers la France, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons politiques. Désormais, l'Italie va mieux, l'économie à partir des années 80 allait mieux, et je trouve que pour les Français, au contraire, les cousins sont un peu simple, la culture, et je trouvais que de plus en plus il y a un peu cet intérêt français pour l'Italie, pour les vacances en Italie, dans l'élite parisienne, les non plus ultra, et avoir les petits pied-à-terre à Venise, il y a des choses récurrentes comme quoi l'Italie évoque élégance, culture oui, mais dans cet amour pour l'Italie, enfin cet intérêt pour l'Italie, tu soulignes aussi des effets un peu d'appropriation un peu. Tu fais l'exemple de la gastronomie, hein, oui, la carbonara. Oui. Non, oui, ça c'est un peu pour rigoler et ça m'a amusé de parler de ça, même si je ne suis pas du tout un intégraliste de la gastronomie et je ne suis pas spécialement passionné par ces arguments, mais quand même ça m'a amusé de parler un peu du fait que les Français apparemment adorent la gastronomie italienne et partout on va dans la carte des restaurants, on va partout la pizza, la burrata, toujours maintenant le spritz. Les spritz, il y a des engouements incroyables pour ce qui est italien et d'un côté ça me fait plaisir, je le trouve gentil. De l'autre côté, je me moque un peu gentiment de certaines choses un peu bizarres, comme la carbonara avec de la crème, qui, à chaque fois, pour les Italiens, c'est l'horreur absolue. Oui, c'est la fausse carbonara. Oui, la fausse carbonara. Ou sinon, du fait que, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué depuis toujours, le fait qu'on n'arrive pas à avoir un cappuccino correct, ça aussi, c'est un mystère. C'est bizarre parce que
ça ne demande pas une technologie particulière, Avec un dieu, il oui. n'y a pas grand-chose. Il y a aussi une résistance de type politique. Oui, peut-être c'est... Non, Oui. non, je rigole. Non, c'est possible. Mais il y a des petites choses qui me font un peu rigoler. Je pense que c'était peut-être mieux, intéressant. En plus, par exemple, je parle de la pâte panzani, des pâtes panzani, et très souvent, avec des amis français me disent ah, viens, je t'invite, je te préparer des vraies pâtes italiennes panzani. Alors, en Italie, si vous demandez à quelqu'un s'il connaît le mot panzani, C'est marseillais, Panzani. oui, Même pas. même pas. Même pas. On a découvert même pas. D'accord. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que panzana, en italien, ça veut dire mensonge. C'est vraiment le destin qui s'acharne contre pâte panzani, qui finalement sont pas mal, mais Oui. ne sont pas du tout italiens. Il n'y a aucun rapport, sauf le fondateur de la boîte qui est parti avant la Deuxième Guerre mondiale pour effectivement venir. Lui, il était italien, mais après, tout le reste était musique français. Peut-être un mot aussi, avant peut-être de vous donner la parole pour quelques questions si vous en avez. Sur le titre, cette histoire de la Joconde, Oui. qui est quand même un peu au centre de plein de malentendus, surtout du côté italien. Là. Du côté italien, absolument. Il faut après. Et c'est justement, je l'ai trouvé assez révélateur de l'attitude générale des Italiens, parce que ces mots, cette phrase « rendez-nous la Joconde » est vraiment très... Ça a été répété encore récemment. Oui. Par des hommes politiques italiens. Hein. Oui. C'est vraiment un refrain qui est quelque chose qui revient souvent dans le discours plus ou moins sérieux des Italiens. Déjà, si on va au Louvre, ça arrive souvent d'entendre dans la queue des Italiens qui disent faire la queue au Louvre pour voir la Joconde qui est italienne, qui a été faite par Leonardo da Vinci qui est italien. Mais alors déjà, Leonardo da Vinci était bien sûr de culture italienne, mais à l'époque l'Italie n'existait pas. Et surtout la vérité est que Leonardo da Vinci a donné un cadeau à la Joconde à François Ier en échange de sa protection. Donc il n'y a aucune raison concrète pour que les Français doivent rendre la Joconde aux Italiens. Néanmoins, les Italiens sont convaincus que c'est un vol, c'est quelque chose qui n'est pas juste. C'est Napoléon. C'est Napoléon qui... Et d'ailleurs, les maçons et les ouvriers du Louvre qui en 1911 a volé la Joconde, justement, l'a fait aussi, un peu parce qu'il était peut-être un petit peu originel, mais aussi parce qu'il était convaincu que c'était un boutin de guerre de Napoléon, et donc il pensait ramener la Joconde en Italie comme c'était juste. Et c'est vrai qu'après elle a été arrêtée, mais pendant un mois, la Joconde, vu que désormais elle était en Italie, a été exposée à Florence, à Rome, elle a été restituée au Louvre. Mais pour les Italiens, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans l'imaginaire collectif. Et donc, ça peut arriver souvent d'entendre quelqu'un qui dit oui, de toute façon, nous vendons la Joconde. Dans n'importe quel domaine, le foot, la politique, les crises, oui, mais quand même, après, ça m'est arrivé souvent. Mais même, je suis en Italie, je rencontre quelqu'un que je ne vois pas depuis longtemps, il me dit ah, mais toi, tu es à Paris, tu es en France. Oui, non, c'est un beau pays à Paris, magnifique, mais quand même. C'est bizarre. Je crois, j'ai l'impression que les Français n'ont aucune idée de cette. Ils ne savent pas qu'il y a cette différence. C'est vraiment quelque chose à sens unique. C'est que nous. Oui, peut-être. Mais encore une fois, je le trouve révélateur d'un sentiment d'infériorité, de revanche, qui est un peu à sens unique. Et donc, en même temps, il y a aussi, tu montres tu fais différents exemples de cette rivalité, de cette incompréhension dans le football, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais tu montres aussi quelques exemples de collaborations réussies. Je pense notamment au rap. Enfin, tu parles du rap à un certain moment, qui est un chapitre que personne ne connaît. Ouais. Mais en fait, où la collaboration entre artistes italiens et français est très énorme. Oui, absolument. Et moi aussi, ça m'a frappé parce que je ne suis pas trop dans le milieu du rap, mais ça m'est arrivé de voir des vidéos
Et après, je me suis un peu renseigné et j'ai vu qu'il y a vraiment un croisement, des collaborations, et dans les textes et dans la musique entre les rappeurs italiens et français. Et par exemple, alors, il y a déjà une première occasion qui est le succès qui a eu Gomorrah, la série télé tirée du livre de Saviano, avec toute l'épopée de la criminalité, les banlieues de Naples. Donc il y a pas mal de rappeurs français qui ont tourné leurs vidéos à Scampia, c'est le quartier. Oui, voilà, le quartier chaud de Naples, à côté de Naples. Mais après, il y a tout un monde de références. Pas mal de rappeurs italiens utilisent beaucoup le français dans leurs chansons. Le français, disons, populaire, comme ça. Et je le trouvais très intéressant parce qu'en plus, c'est une culture qu'on a l'habitude d'associer beaucoup à l'influence américaine. Mais dans les deux pays, on porte plutôt des sous-vêtements de l'Olympique de Marseille à Naples ou de la Juventus en France que des maillots de l'NBA américaine. L'Amérique est quelque chose de très loin et finalement pas trop proche, finalement pas trop vécu par ces gens qui parlent plutôt, qui utilisent aussi un langage qui est le langage des banlieues en France et des quartiers difficiles en Italie. Et ça, je trouvais intéressant. Et d'ailleurs, tu esquisses aussi un possible, comment on peut dire, plan du méridionalisme qui relierait l'Italie et la France. Au fond, ce sont deux pays du Sud. Oui, déjà, ce sont deux pays du Sud. Et après, il y a aussi, disons, tous les deux, un peu ces deux villes qui sont Naples et Marseille, qui ont des points en commun. Après, dans ce chapitre, j'essaie un peu aussi de me mettre, d'admettre ma faiblesse par rapport aux clichés. Et alors, je raconte un peu quand j'ai fréquenté Marseille, je suis allé chercher une Marseille populaire, celle racontée par exemple par Jean-Claude Izzo, que j'ai pas mal lu à l'université, et qui correspond un peu à une mythologie qui est peut-être vraie ou peut-être un peu, encore une fois, un peu stéréotypée, non? Les clichés de la Marseille populaire, les quartiers pauvres mais en même temps plein d'humanité. Et je trouve que c'est assez proche de ce qu'on pense des Naples et aussi de tout l'engouement que les Français ont pour les romans d'Elena Ferrante. Et là aussi, il y a quelque chose qui rapproche les deux univers. Après, je me moque un peu des touristes italiens aussi qui vont souvent visiter à Naples les quartiers d'Elena Ferrante, sauf que la série télé a été complètement reconstruite à Caserta, à 100 km de loin. Et donc, ils vont voir des lieux qui ne sont pas ceux qui sont montrés dans la série, mais dans cette primauté de l'imaginaire sur la réalité, on rêve de ce méridionalisme entre Marseille et Naples. Alors, tu es depuis présent à Paris. Peut-être qu'un jour tu vas rentrer en Italie, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais si tu devais rentrer en Italie, qu'est-ce qui va te manquer le plus de la France? C'est une très bonne question. Cappuccino. Non, pas le cappuccino, mais je dirais que là encore c'est complètement tendance contraire par rapport à ce dont on parle souvent en France, parce qu'on parle beaucoup de la barbarie des zones diffusées, de l'ensauvagement, des civilisations, c'est-à-dire aux difficultés des rapports humains, en particulier dans une ville dure et parfois violente comme Paris. Mais dans mon expérience, j'ai beaucoup apprécié une certaine courtoisie, une certaine gentillesse, même à Paris, si vous voulez. Et oui, c'est-à-dire que j'ai vraiment. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis toujours trouvé à l'aise et plutôt chez moi en France. C'est une facilité dans les rapports humains, une certaine éducation que je
jamais trouvé une certaine politesse que j'ai jamais trouvé comme fausse et formelle, mais juste une porte d'entrée, une façon pour se connecter à l'autre, l'habitude de dire bonjour, non pas pour se défausser d'un débat qu'il faut dire bonjour, mais souvent pour vraiment une façon d'approcher l'autre. Et ça, je trouvais très, très fascinant et très facile à vivre. Alors qu'en Italie, des fois, on passe d'un excès, d'une familiarité parfois un peu rapide, un peu excessive, à comme ça, un manque de gentillesse, un manque de comme ça, une ouverture qui est un peu bizarre. Donc on ne sait jamais, on tombe soit sur celui qui n'en a jamais vu mettre en place, c'était bien, chez moi, ou sinon des gens agressifs, encore un peu dans les clichés. Mais j'ai trouvé que parfois cette gentillesse prudente du français comme quelque chose que j'aime. J'imagine que vous avez des questions, des remarques. À vous la parole. Juste pour prolonger la question, si vous deviez retourner en Italie, quelle ville vous choisiriez en Italie après avoir vécu 13 ans en France? Alors peut-être que j'aimerais vivre à Rome parce que je la connais pas mal, mais j'ai jamais vraiment habité longtemps. C'est-à-dire que j'ai fréquenté beaucoup pour le travail, pour des amitiés, mais j'ai jamais vécu des années à Rome. Et donc je serais intéressé parce que c'est quand même quelque chose de familier, c'est quand même on vit avec les images des grands films, donc chaque fois que je vais à Rome, c'est toujours comme si j'allais dans un endroit familial que je connais très bien, mais en même temps je ne suis jamais vraiment resté plus que quelques semaines. Et donc, ça pourrait être sympathique vivre à Rome, même si apparemment elle est très difficile comme ville, parce que les transports ne marchent pas. Voilà. Ou sinon, une façon plus agressive, et peut-être on la laisse pour quand vous serez plus âgé. J'aimerais peut-être rentrer à La Spezia, qui c'est vraiment le cliché de retour aux origines, au village natal, aux sources. Peut-être quand j'aurai 100 ans, je sentirai le besoin de rentrer à La Spezia, qui est quand même une ville sympathique. Et au bord de la mer ne vous manque pas? Oui, À Paris? oui, non, c'est la seule chose. Oui, ça, effectivement. Mais j'avais déjà l'habitude parce que Milan, pareil. Et là aussi, je parle un peu de ce caractère qui rapproche un peu Milan et Paris, cette idée que, alors pour Milan c'est plus facile, mais cette idée que quand même pendant les week-ends, les vacances, il faut surtout partir tout de suite, il faut quitter la ville. Et à Milan c'est plus facile parce que avec une heure et demie, qui parfois devient 4 heures à cause du trafic, mais quand même on arrive à la mer de la Ligurie, de Gênes, sinon on a les montagnes, les lacs, c'est assez classique. Mais c'est vrai que la mer me manque. Et je parle aussi un peu de la différence entre la mer de l'Italie et la mer du nord de la France, parce qu'à Paris, alors la chose plus rapide, en 2 heures, aller jusqu'à Trouville, en Normandie. Et moi j'adore, comme j'ai vécu dans les espaces étroits de la mer italienne, avec les rochers, la mer qui est tout de suite profonde, immédiatement après 30 cm, et il n'y a quasiment pas de plage dans la mer de la Liguria. Je suis complètement fasciné par la mer de la Normandie, avec les plages, les sables infinis, les chars à voile. La première fois que j'ai vu des chars à voile, je suis tombé sur Mars. En italien, c'est complètement inconcevable. C'est un truc, mais j'adore, vraiment. Il y avait d'autres questions? Oui, moi j'aurais voulu savoir le fait d'écrire en français, qui est déjà une notable performance linguistique. Est-ce que vous avez l'impression que ça a orienté certains de vos choix dans votre livre? C'est une très bonne question. Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Mais déjà, j'étais tellement concentré sur le fait d'essayer de réussir à écrire.
Il est traduit en italien, je suppose. Non, pas pas encore. Et finalement, je ne suis pas trop convaincu parce que comme je parle pas mal de l'Italie, vraiment, Oui. et peut-être les Italiens savent. Par exemple, tous les chapitres sur Vermicino que je trouve assez intéressant. Pour les Italiens, Vermicino c'est quelque chose de très connu. Et Oui. alors peut-être, je ne sais pas si... Il faudrait écrire un autre livre, Oui, il faudrait faire Ouais. spéculaire à celui-ci. Ouais. Mais sur le fait d'avoir utilisé le français, déjà, ça flattait un peu mon orgueil. Oui, bien Il sûr. faut le dire. Et surtout parce que après, quand j'ai regardé les chapitres, chapitre par chapitre, au lieu de dire bah, peut-être il faut laisser tomber et passer à l'italien, on m'encourageait, on disait non, mais ça va, tu peux continuer, c'est bon. Et donc, vu que je l'ai appris tard, pour moi, c'était objectivement, c'est une petite satisfaction, il faut le dire. Ah oui. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez vécu turc? Non. Non. Non, c'est une autre ville que j'aime beaucoup et ça m'est arrivé d'y aller souvent pour le travail, comme ça, mais j'ai jamais vécu. Et c'est une autre ville fascinante parce qu'on sent un peu la proximité avec la France. Mais j'ai jamais eu l'occasion de vivre. Mais dans mon idée, c'est quand même le plus proche, c'est quand même le nord d'Italie qui est la partie de l'Italie où j'ai vécu, même si dans différentes villes, mais quand même le nord. Et donc, si je devais changer vraiment, alors Rome, ça pourrait être une expérience nouvelle. Les îles italiennes, non? Si, Sardaigne. Ah non, oui, j'adore. En Mais vacances. en vacances, oui, après, oui, non, pourquoi pas. Hein. Oui. Mais, C'est très différent. oui, c'est très différent et je vais souvent en vacances en Sardaigne. Donc je la connais pas mal, même si par paresse, je finis pour ne pas bouger de la petite maison que j'ai venue chaque été. Donc je me dis parfois que j'aurais pu faire des efforts supplémentaires pour connaître un peu mieux vraiment la Sardaigne et non pas la petite plage. Un bas chez toi. Oui, exactement. Mais, D'autres questions? Remarques? Considérations? Critiques? Si vous permettez, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que, enfin, personnellement, je pense que les Français ont un rapport à l'égalité très profond. Et je pense que les Italiens, c'est pas du tout ça. Est-ce que vous pouvez expliciter ça? Je pense que les Italiens acceptent plus les différences de classe sociale, etc. Ils sont plus dans l'acceptation de ça, à la différence des Français, qui ont un sentiment vraiment d'égalité. oui, ça c'est un sujet vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ça m'intéresse. Je me suis un peu rapproché de ça parce que, par exemple, pour mon travail, ça n'a rien à voir avec les livres, mais pour mon travail, j'ai été très curieux d'interviewer tous ces écrivains intellectuels français qui s'occupent beaucoup de ça. En particulier, Édouard Louis, Didier Ribon, Annie Arnaud aussi. Ah oui. C'est cette idée même de transfuge de classe, non? Qui est un concept qui révèle, comme vous dites, l'idée qu'il devrait y avoir normalement une sorte d'égalité, mais comme il y a des classes, il y a une conscience des classes. Et un écrivain qui naît dans le petit village perdu de Nord-Pas-de-Calais, finalement il arrive à être un écrivain à Paris, mais il se sent transfuge de classe. Et il parle énormément dans ses livres de cette différence de classe. Comme quoi, c'est un problème et l'égalité est vraiment sentie comme une exigence très forte, Française. comme vous dites, française. Alors qu'en Italie, par exemple, déjà cette notion, cette formule de transfuge de classe n'existe pas. Non. Le fait que ça n'existe pas, ça veut dire quelque chose peut-être. Ben oui. Donc déjà, le fait que peut-être on n'est pas tellement intéressé à cette égalité, ou sinon, entre hypothèses, et on se pensait que cette hypothèse n'est pas si loin de la réalité, le fait que peut-être il y a moins de différences sociales en Italie. Je ne sais pas, vraiment compliqué de le dire. Mais par exemple, toute l'insistance des Français sur les codes, quand on dit, parce que moi j'habitais à Caen, et après je suis arrivé à Paris, j'ai dû m'approprier des codes. C'est une expression que je comprends très bien, mais
par exemple en Italie. Un Palermitain qui va vivre à Milan, il doit prendre quand même quelques codes. Je pense que Oui, c'est vrai, mais je pense pas vraiment lié à une classe sociale, des codes différents. Pour moi, je suis parti des jeunes pour aller à Pise, pendant 3 mois, j'ai dû apprendre 1000 codes parce que je ne pouvais pas dire on mange ensemble. Oui. Je les trouve moins liés à vraiment cette division, cette rupture entre les gens normaux, par exemple les gens communs et l'élite intellectuelle. C'est quelque chose que je trouve très prononcé en France, avec tous les critiques qui vont avec, c'est-à-dire cette nécessité de l'égalité, cette ambition de l'égalité, alors qu'en Italie c'est moins... Et on le voit par exemple... je pense que Ferrand, elle parle quand même. Je pense que c'est une autrice italienne qui. La question de transfuge de classe s'applique bien à la lecture de l'ami prodigieuse. Absolument. Mais c'est ce qui fait l'originalité du roman, et je pense qu'il a touché aussi. Oui, c'est un Et très bon surtout, exemple. C'est vrai. Concernant des jeunes filles. Hein. Concernant des jeunes filles, enfin, elle fait vraiment, et elle en parle, elle le théorise quand même, C'est vrai aussi. l'ascension. Et vu que vous citez Hélène Ferrante, c'est vrai que par exemple, il y a une autre autrice qui est Silvia Vallone, Si. qui a Oui. écrit Acciaio, là aussi, en effet, ça parle. Mais c'est moins. Je trouve que Ferrand, ça photographie plus la réalité française. Déjà, il y a la normale, enfin, il y a quand même plus. On voit vraiment l'ascension républicaine par l'éducation, qu'il y a peut-être moins chez Vallone. Enfin, je l'ai lu il y a plus longtemps, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une des problématiques principales de la mime prodigieuse, ça. Le fait que la culture. Et qu'après, elle se sent un peu étrangère, C'est vrai, alien. je suis d'accord. Enfin, C'est vrai. Ah, ça Ce qui, à mon avis, est différent, est un peu la. Je suis complètement d'accord. Ce qui est peut-être différent, un peu la conscience, même politique et sociologique. Même si après. Même si chez Ferrand, quand même, la politique, il y a quand même elle fait le des personnage interviews, de. même si elle fait un peu de façon bizarre parce qu'elle se cache, c'est vrai qu'elle aborde le sujet. Mais je trouve que c'est moins conscient, c'est moins. Non, mais c'est sûr que ça allait moins dans mon expérience de l'Italie. Mais je pense que l'un des succès de Ferrand, c'est justement, c'est vraiment singulier. C'est une des rares autrices à ma connaissance, peut-être à Vallone, mais je pense que c'est quand même moins abouti que chez Ferrand, cette question-là. Et par rapport à la différence, ce que vous disiez sur les codes et tout, je pense que moi, une idée que je me suis toujours faite, mais qui est peut-être une façon un peu de théoriser la différence entre l'Italie et la France, c'est que je pense que les codes qu'il faut prendre. En L'Italie, je pense que c'est un pays plus horizontal, donc disons que les différences sont. Je sais pas comment dire, elles sont horizontales. Donc c'est vrai qu'un Napolitain qui arrive à Milan, il faut qu'il apprenne des codes, mais qui sont pas, c'est pas vertical, c'est pas quelque chose de hiérarchique, c'est vraiment quelque chose de. Enfin ça pour moi c'est vraiment quelque chose que je perçois très fortement. Je suis d'accord. Que... Tout à l'heure quand on remarque que j'ai passé des jeunes à Pise, c'est vrai que je dois apprendre des codes, mais pas en pensant qu'ils étaient supérieurs aux jeunes. Voilà, et c'est quelque chose, il y a un éloignement, c'est beaucoup plus étalé, alors qu'en France c'est quelque chose de très. Voilà, c'est aussi parce que c'est un pays centralisé. Est-ce qu'il n'y a pas une autre hypothèse justement sur le rôle de l'État en France et en aussi, Italie? bien sûr. Et C'est-à-dire qu'en France, la Révolution il y a un vrai française. État Et la très Révolution. formalisé, et Exactement. pas en Italie. Oui. Donc peut-être que les gens ils attendent moins de l'État qu'ils ne l'attendent en Ça, c'est France. sûr. Donc l'égalité devient en France une revendication, alors qu'en Italie ça vient de l'esprit de personne de demander à l'État d'avoir une égalité. Absolument, En France, il y a eu la Révolution française. quand même. Oui, c'est vrai. Et ils ont guillotiné une grosse moitié de la Oui. noblesse. En Italie, non. Savoir. Ah, Italie, L'Italie n'a Ils jamais sont fait de toujours là. révolution. c'est vrai. Ils sont toujours là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Et à propos de Ferrante, donc qui se cache, enfin en tout cas qui ne se montre pas, vous-même, quels sont les points agréables pour vous, positifs de rencontrer des gens, agréables ou moins? Ah non, moi j'écris que des choses, je trouve que c'est agréable. Après peut-être que Ferrante se cache par rapport à un succès que c'est pas le mien, donc c'est différent. Mais je crois que sa démarche arrive même avant les succès. Oui, parce qu'elle avait bien avant d'avoir. Oui, complètement, elle avait théorisé avant. Voilà, déjà. elle avait déjà. Donc c'est pas une réaction au succès, international, c'est vraiment une déposition. C'est ça, oui. Contre un peu l'idée que. Voilà, D'ailleurs, il faudrait louer sa cohérence. Comment? Il faudrait louer sa cohérence, parce qu'avec les succès qu'elle a, si maintenant se révélait, Oui. elle profiterait à fond de son succès partout dans le monde. Et décide de ne pas prêter. Donc, je pense que c'est rien que ça, chapeau pour elle. Non, mais elle a bien expliqué que l'œuvre devait rester au premier plan et que dans la littérature actuelle, les phénomènes modernes, c'est l'auteur qui devient un peu la star, etc., donc au détriment de l'œuvre parfois. Non, mais pour moi,
qui est intéressant. En plus, pour moi, c'est la première fois, et donc j'avais aucune idée déjà comment ça se passe, les présentations. Je n'ai suivi des dizaines en tant que journaliste, Oui. mais de l'autre côté. Et donc, Oui, c'est ça, même tout le travail d'édition, travailler avec la maison d'édition a été passionnant parce que Ah oui. c'est quelque chose avec lequel j'étais en contact, mais toujours de l'autre côté. Par exemple, le service de presse, j'ai toujours travaillé avec le service de presse et les maisons d'édition, mais Ah oui. pour interviewer les auteurs, donc Bien pour sûr. les faire interviewer. Donc c'est intéressant. Ah, bien sûr. Et la dernière question, maintenant que tu as écrit un livre, tu vas en écrire un deuxième? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu as d'autres idées? Beaucoup là maintenant Non, j'aimerais beaucoup, parce que finalement, surtout pour moi, ça a été vraiment une victoire contre. Après, c'est ridicule parce que je n'ai pas écrit l'Ichronie et c'est pas un roman. Mais même la petite partie personnelle qu'il y a dedans, ça m'a coûté énormément de l'article, de la faire sortir. Et donc, le fait de l'avoir déjà mis sur le papier une fois, l'envoyer à l'éditrice, de voir imprimer et tenir, pour moi, c'est une petite victoire personnelle. Parce que quand même, ce n'est pas rien. Ah, Même non, si non. on raconte. Et puis on ne l'a pas assez dit là, mais c'est vraiment très sympathique comme livre. Ah, Très mais c'est- amusant, très divertissant. Mais par exemple, l'idée de parler de mon déménagement d'Apisin, c'est quelque chose qui, surtout en tant que journaliste, je suis complètement. Pour moi, c'est vraiment. Il ne faut jamais parler de soi, parce qu'on est journaliste, on parle des autres, on ne parle pas de soi. Donc, avoir réussi quand même avec les résultats, je ne sais pas, mais déjà le fait d'avoir réussi à parler pour une fois de moi-même et non pas des autres, c'est une petite bien, victoire personnelle. Voilà, Stefano Montefiori, Rendez-nous la Joconde aux éditions Stock, lisez-le, c'est un très beau livre. Merci. Merci à votre attention. Merci.